Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Rire. Je m'appelle Alexis. Aujourd'hui, on va parler de Tartaria. Et oui, on avait déjà parlé de ça il y a à peu près 9 10 mois, en tout cas à l'heure où on tourne cette vidéo. Et j'avais découvert d'ailleurs ce sujet en 2024, justement, hein, cette année-ci, avec Franck de la chaîne Le Retour de Tartaria. Super intéressant, un sujet vraiment. Je vous conseille même d'aller voir cette émission qui nous avait fait un super exposé. Bien sûr, vous irez voir cette émission après celle-ci, hein, j'espère. Voilà, en tout cas, on va redécouvrir, ou continuer en tout cas sur ce chemin qu'est Tartaria. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont demandé dans les commentaires. Il y a des gens qui ont fort, fort, fort apprécié ce sujet. Moi, tout autant, donc il n'y a pas de problème avec ça. Et on va revenir justement sur ce sujet avec Paul Ponceau qui nous fait vraiment l'honneur de partager de son temps aujourd'hui pour venir nous parler de lui, de ses trouvailles, de ses recherches à lui, hein, parce que voilà, c'est un sujet tellement vaste, c'est ce qu'on disait justement avec Paul en off, c'est tellement vaste que on pourrait en parler des heures et des heures, on pourrait même faire plusieurs émissions. Donc voilà, c'est vraiment un sujet très très vaste, mais ô combien intéressant, et qui certainement fait vraiment un lien avec une civilisation enfouie, cachée, disparue et peut-être pourquoi pas même la nôtre, hein, tout simplement. Donc voilà, Paul, je te laisse la parole, j'espère que tu vas bien. Comment vas-tu? Eh ben, écoute, Alexis, moi, ça va pas mal, ça va plutôt bien, toujours à mon travail, justement, sur des thèmes nouveaux. Je suis en préparation de plusieurs conférences, un livre aussi qui est en cours de Ah, correction, donc occupé, mais ça va, magnifique, magnifique, magnifique. Ça, si tu veux, on peut en reparler en fin d'émission. il n'y a Euh, pas de souci. et donc voilà, on avait effectivement parlé, là, tout récemment, des Men in Black, ça on l'a vu. Il y a des personnes qui iront voir éventuellement l'interview. Si ce n'est pas fait, je vous la conseille, hein, celle-là éventuellement. Et aujourd'hui, on va parler de Tartaria. Et ça, c'est vraiment passionnant parce que c'est un sujet qui, pour le coup, sort un peu des sentiers battus. C'est un sujet qui, ô combien, est intéressant parce que, comme je le disais, il est vaste et on peut vraiment aller sur plusieurs sentiers avec ce sujet-là. C'est incroyable, il y a vraiment tellement de choses à découvrir. Et on a finalement, on a l'impression finalement qu'on redécouvre notre monde, quoi. C'est un peu comme si on avait été des touristes pendant toute notre vie. Tout d'un coup, on se dit, ah bon, je n'avais pas vu ça comme ça, sous cet angle-là. Et c'est juste devant notre nez, quoi. C'est comme les arbres géants, c'est comme un tas d'autres sujets aussi évidents comme les épandages, etc. C'est devant notre nez, on les voit pas. Il y a des gens qui veulent pas les voir. Bon, bref, c'est un autre sujet, ça. Mais voilà. Donc, Tartaria, qu'est-ce qu'on pourrait, disons, en dire en introduction? Je sais que c'est en fait, la Tartarie existe quelque part, a existé dans l'histoire. Elle faisait partie donc du décor plutôt sur le continent russe, donc. Euh, Qu'est-ce que tu sais nous en dire un petit peu en introduction pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Tartaria? Alors, la Tartaria, ça vient donc de la Tartarie, qui est une région en Russie qui a vraiment existé. Du reste, quand on voit des anciennes cartes, il y a une région qui s'appelle la Tartaria et qui est vraiment dans l'est de la Russie, à cheval sur l'Ukraine, qui part de l'Oural, qui va vers la Sibérie, la Mongolie et tout ça. Donc, la Tartaria a vraiment existé dans cette timeline, dans le mainstream. En Ukraine, il y a une population qui s'appelle les Tatars, qui viennent de la Tartarie. Justement, Michel Strogoff aussi, un roman de Jules Verne qui est connecté aussi à la Tartarie, on y reviendra peut-être. Il combattait les Tatars, si ma mémoire est bonne, donc c'est quelque chose qui a historiquement existé. Donc là, la Tartaria dont on va parler, c'est en fait une civilisation globale, une civilisation mondiale. Et cette civilisation mondiale était présente en Europe, en Russie aussi, notamment à Moscou, Saint-Pétersbourg, en Ukraine, aux États-Unis, en Amérique latine, en Égypte, vraiment un petit peu partout. Même au fin fond de l'Afrique, il y a des pyramides, des constructions phénoménales. Donc, la Tartaria, c'est quelque chose, on va l'appeler Tartaria, on peut l'appeler aussi Atlantide, Lémurie, civilisation globale, peu importe, pour
la simplicité, on va l'appeler Tartaria. Mais attention, le mot Tartaria, c'est un mot à la mode, ça veut dire civilisation globale. Donc c'est quelque chose qui a qui a absolument existé et dont il reste encore les vestiges. Donc pour comprendre la Tartaria, il faut bien comprendre que à la base, la Tartaria, c'était un faux âge d'or. Le vrai âge d'or, c'est quand on était dans la vraie création. C'est-à-dire, c'est ce qu'on peut appeler le jardin de l'Éden pour rester en termes judéo-chrétiens, bien que je ne sois pas du tout dans la religion, je tiens à le préciser. La Tartaria, ça a été mis en place par les entités sans âme, comme un faux âge d'or pour leurrer les premières humanités, et je parle bien de premières humanités, à tomber dans la fausse création. Parce que je prends toujours cette métaphore, si on a vécu, par exemple, toute sa vie dans un palace, dans le Ritz, on va dire, ou dans le Hilton ou quelque chose, euh, oui, un truc magnifique, et qu'un escroc veut nous faire tomber dans un hôtel, une étoile, dans une espèce de mansarde, on dira non, non. Par contre, s'il fait ça progressivement et qu'on passe d'un 5 étoiles à un 4 étoiles, à un 2 étoiles, à une étoile, ça fait un peu people ce que je dis, mais c'est pour le comprendre. Là, les gens consentent. Donc, disons que le canevas de réalité Tartaria a été mis au point pour servir de faux âge d'or. Et ça a été utilisé pour leurrer l'humanité et les humanités à tomber dans cette fausse création. Donc la Tartaria, c'est ce qu'on appelle le faux âge d'or. Ça fait partie de la fausse création. C'est beaucoup plus positif que ce qu'il y a maintenant, bien évidemment, mais c'est déjà le début de la fausse création. Et au fil du temps, il y a eu une dévolution de la Tartaria, puisque ça a été fait pour progressivement habituer les humanités, et je dis les humanités, vous comprendrez pourquoi après, à consentir justement à notre réalité et aux interunivers. Mais à la base, quand la Tartaria a été mise en place, c'était quelque chose qui était un âge d'or par rapport à ce qu'il y a maintenant. Et je vais parler un peu de tout ça. C'est quelque chose qui a duré des milliers d'années et qui s'est arrêté relativement récemment. Alors, il n'y a pas de date précise pour la simple et bonne raison que la timeline a été interférée. Donc ça, on va en parler. Donc la Tartaria, ça se caractérisait par quoi? Ça se caractérisait par une civilisation globale, donc que l'on retrouve absolument de partout. Euh, on trouve les pyramides d'Égypte, mais il y a des pyramides aussi au Soudan, des pyramides en Amérique du Sud. On trouve des constructions de type cathédrale. On les trouve en Europe, cathédrale Notre-Dame de Paris, par exemple, qui est très connue, la cathédrale de Cologne, la cathédrale de Westminster en Grande-Bretagne. Et on trouve des édifices de type cathédrale aux États-Unis. Et aux États-Unis, par exemple, il y a certaines cathédrales de New York. Il y a même le temple mormon, donc à Salt Lake City. Ça ressemble aux cathédrales européennes. Et ça, quand on voit la version officielle de la construction des pyramides, de la construction des cathédrales, ça ne tient pas debout. Pour les pyramides, par exemple, c'était des blocs de plusieurs dizaines de tonnes qui étaient amenés en bateau sur des planches de bois et tout ça. Ça ne tient absolument pas debout. Donc pour les pyramides, il y a un ingénieur français qui a montré qu'il y avait du béton, que le béton existait à l'époque et tout ça. Donc ça peut s'expliquer comme ça, mais en tout cas, c'est pas la technologie
de l'époque. Des monuments comme Stonehenge aussi, qui sont connectés à des structures de cette civilisation globale. Il faut savoir que récemment, ils ont montré qu'une des pierres de Stonehenge, qui est la plus lourde, hein, c'est pas le poids en tête, mais c'est des dizaines ou des centaines de tonnes, a été transportée d'Écosse, donc 1000 kilomètres. Est-ce que vous vous rendez compte des hommes du néolithique qui ont transporté des pierres comme ça de 1000 kilomètres à Baalbek, au Liban, qui est en train d'être détruit par justement le conflit au Moyen-Orient, qui est connecté quelque part à la Tartaria, on le verra. Euh, Là, c'est les plus grosses pierres qui ont été utilisées pour la construction au monde. C'est des poids, des centaines de tonnes. On voit la même chose au niveau de la Bolivie, des constructions en Bolivie avec des pierres énormes qui s'emboîtent parfaitement. Donc, c'est clair que les versions officielles sont totalement fausses. C'est clair qu'il y avait une utilisation d'énergie libre et de techniques que l'on ne connaît pas, que l'on ne maîtrise pas, en tout cas dans le mainstream, à l'heure actuelle. Quand on voit par exemple une cathédrale comme la cathédrale Notre-Dame de Paris, on se rend compte que tout est construit selon la cimatique. La cimatique, c'est des constructions par des ondes de forme. Il y avait une émission en France qui passait et où il y avait des gens qui jouaient de la musique et ils mettaient un haut-parleur sur du sable et il y avait des formes qui se faisaient. Et ces formes-là, c'était en fait l'onde de la musique qui se mettait dans le sable et ça fait des choses absolument magnifiques. Il y a des exemples hyper beaux de ça sur Internet et tout laisse à penser que les cathédrales, il y a eu de la cimatique dans les constructions de ces cathédrales. Et ça, on le retrouve vraiment partout. Quand on regarde aussi des statues, comme les statues des soi-disant maîtres de la Renaissance, qui sont absolument magnifiques. Moi, j'ai été à Florence quand j'avais 16 ans, et du reste, j'étais malade comme un chien, mais j'ai quand même pu profiter de toute cette architecture et tout, mais c'est quelque chose qui est magnifique. Ça, c'est comme, ça donne vraiment envie presque de les manger. C'est comme un gâteau de mariage, comme du sucre glace. Et en fait, c'est impossible d'avoir été taillé dans le marbre. J'ai parlé à une artiste justement qui fait une formation pour tailler le marbre, une artiste qui est reconnue, qui est passionnée aussi de ça. Et elle a dit le marbre, c'est quasiment impossible à tailler. Or là, c'est quasiment parfait. Ben, il suffit de voir, de cliquer sur les œuvres en marbre pour voir les œuvres de la Renaissance. Donc, il y en a certains qui disent que c'est d'autres techniques, des sortes d'impressions en trois dimensions qui ont été utilisées, mais de bien plus grande qualité que maintenant. Après, il y a le château de Versailles, par exemple. Château de Versailles, officiellement construit par Louis XIV sur, à partir d'un d'un ancien relais de chasse. Et j'ai parlé à un chinologue. Alors, il y a plusieurs versions qui a expliqué qu'il s'était inspiré des Chinois. Pourquoi? Parce qu'il était en contact avec des jésuites et il y a des constructions comme ça en Chine. Donc, ça, c'est une première version, mais l'autre version, c'est que c'est quelque chose qui est hérité de la Tartaria. D'autant plus qu'il y a des constructions comme ça en Russie, des constructions comme ça en Chine, même des constructions de ce type au Japon, aux États-Unis aussi. Après, il y a toute une histoire qui a été créée, soi-disant, pour dire que c'est des millionnaires qui voulaient reproduire ça et tout. Ça, je n'y crois absolument pas. Et on va revenir dessus comme ça. Et même les jardins de Versailles sont construits selon la cimatique, de même que les jardins des châteaux. Après, il y a les forts attribués à Vauban qui sont construits selon une certaine onde de forme. Quand on va à Londres, dans le quartier
de Westminster, il y a Big Ben, donc, et la maison du Parlement. La maison du Parlement, c'est quelque chose qui est absolument magnifique et c'est quelque chose qui n'aurait absolument pas été possible à construire avec les techniques de l'époque. Selon les spécialistes de la Tartaria, euh, tout laisse à penser que des bâtiments comme les cathédrales, euh, comme les jardins et tout, servaient à l'époque à soigner et à guérir. Ce n'était en aucun cas des des édifices religieux. Après, même les cloches originales des cathédrales, il y avait une certaine fréquence qui guérissait et elles ont toutes été remplacées. Donc, il y a même, par exemple, d'autres choses. Il y a tout un système de canaux aussi qu'on retrouve en France, le canal de Bourgogne, le canal du Midi, impossible à construire avec les technologies de l'époque. Le canal de Bourgogne, si ma mémoire est bonne, ou de Briare, peu importe un des deux, ça a été construit par Gustave Eiffel, soi-disant, comme la Tour Eiffel, mais quand on voit ces constructions, c'est impossible à construire. Maintenant, on y reviendra sur justement la Tour Eiffel, même les photos qui ont été prises, il y a énormément de trucage. Il y a un effet qui s'appelle The Vanilla Sky, le ciel vanille, qui permet de truquer les photos, qui montrent que les photos ont été truquées pour la construction de la Tour Eiffel. Donc ça va aller un petit peu loin, mais la Tartaria, de toute façon, c'est quelque chose qui va très loin. Les Indiens d'Amérique disent que certains fleuves américains sont des canaux qui ont été construits par une civilisation très avancée. Il y a, il y a justement un Américain, Goro Adachi, donc américain d'origine japonaise, qui a montré dans un livre, Rivers of Time, Les rivières du temps, que certaines rivières sont d'origine artificielle. Bon, après, il met tout son background religieux et tout ça, mais il a montré une américaine, Michelle Gibbons, donc spécialiste de cette civilisation globale, a montré que, que les canaux, que certaines rivières, certains canyons aux États-Unis correspondent à des canaux géants. Même des chercheurs comme David Icke, par exemple, qui a une corde à son arc, lui, c'est David Icke qu'on connaît pour sa recherche de bonne qualité, mais c'est aussi un passionné de trains à vapeur. Et il passe ses étés avec un de ses fils à un petit peu parcourir les différents trains à vapeur en Angleterre, les lignes de chemin de fer à vapeur. Et même lui, qui n'est pas du tout dans le trip de la Tartaria et tout ça, a dit qu'il y a certaines technologies qui ne sont absolument pas, qui n'existaient pas à l'époque. Donc, moi, je me suis documenté. Le métro de Londres, la première ligne de métro de Londres, ça a mis 2 ou 3 ans à construire. C'est très rapide. La première ligne de métro parisien, ça a mis un an et demi. Donc, pour le métro parisien, en tout cas, c'était des tranchées qui étaient construites puis recouvertes. C'était pas des tunnels. Mais j'ai parlé à quelqu'un qui est venu aux conférences, qui est un ingénieur du bâtiment et qui a dit que ce soit des tranchées ou pas, même des tranchées dans ce laps de temps, c'est impossible à construire. Encore moins à l'époque. Absolument impossible. Impossible. Et à Londres, les premières lignes de métro sont construites très rapidement, en 2 ou 3 ans. Donc, la première des premières lignes de métro, Je crois que c'est le plus vieux le métro à c'est le Londres, métro de hein. Londres qui est le plus vieux. Et après Paris, je pense, oui. Oui. Après, c'est Il me Paris ou semble. New York, peu importe, c'est les Ouais, ouais, trois. ouais, 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 c'est ça. Hmm. Mais en tout cas, la première ligne de métro à Londres, c'était a priori des tranchées. Il faut que je vérifie, mais les autres lignes très profondes, construites en un temps record. Maintenant, il faudrait 10 15 ans pour construire ça. Par exemple, le tunnel sous la Manche, qui est quand même 50 km de long, il faut le reconnaître, mais c'est comme un grand tunnel de métro. Ça a mis 10 ans à construire, 8 10 ans à construire, avec énormément de technologie et tout ça. Même à Paris, des chantiers de métro
avec toutes les technologies qu'on a à l'heure actuelle, mettent des années. Après, il y a les expositions universelles. Là, pareil, les expositions universelles euh, construites, elles ont été construites vraiment en en quelques mois. Et c'est pas possible, pas possible. Des bâtiments, mais magnifiques. Il y a encore des vestiges. À Londres, par exemple, il y a Crystal Palace, qui est un vestige d'une exposition universelle. À Paris, il y a la tour Eiffel qui a été construite et qui devait soi-disant être détruite selon la version officielle. Mais quand on voit comment c'est construit, c'est des, c'est des impossibilités. On retrouve ça un petit peu partout. Donc, la Tartaria, il y avait des techniques que l'on n'a pas, des techniques d'énergie libre. Mais c'est pas tout. Il y avait aussi la présence de dirigeables, les dirigeables où les gens pouvaient voyager. Et les dirigeables se sont arrêtés donc dans les années 30 après l'accident du Hindenburg. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose d'économique et dans la Tartaria, tout le monde, selon les spécialistes de la Tartaria, avait des dirigeables. Donc, et donc les gens pouvaient voyager où ils voulaient, tout ça. Et ça fonctionnait à l'énergie libre. Et il y a des personnes qui ont décortiqué même les brevets de certains avions, même le fonctionnement de certains avions, et qui ont montré que c'était absolument impossible pour les avions de fonctionner avec aussi peu de kérosène. Donc il y a encore cette utilisation d'énergie libre peut-être à l'heure actuelle. Et ça, j'en sais pas plus. J'en ai parlé à une personne hier, justement, pendant la visite guidée, qui a dit qu'il y a des recherches qui montrent que, voilà, certains avions, ce n'est pas possible qu'ils aient assez de kérosène pour faire des milliers de kilomètres. Donc, voilà, c'est... mais du reste, même les bombardiers américains, comme le bombardier furtif et tout, il était censé il était censé fonctionner avec l'antigravitation. Donc voilà, beaucoup de choses à mettre sur le compte de ça. Dans les villes anciennes aussi, il y avait des systèmes de tram. Et quand on voit certaines photos, le tramway n'avait pas de fil électrique au-dessus, pas de système de locomotion, donc peut-être énergie libre. Et selon des physiciens, les espèces de girouettes qu'on trouve sur les églises et tout ça, les espèces de boules sur les sommets des dômes qui sont qui sont recouvertes de doré, ça serait des systèmes pour fabriquer de l'énergie libre. Donc, il y avait très clairement un fonctionnement d'une société l'énergie libre et et ça, je pense que c'est encore utilisé à l'heure actuelle c'est encore utilisé à l'heure actuelle pour justement créer de l'énergie libre, mais c'est pas pour le peuple, c'est utilisé pour les soi-disant élites et tout ça. Et ça peut même être inversé pour vampiriser les énergies, ce qui explique que beaucoup de personnes les journées du patrimoine en France, par exemple, tout le monde est poussé à visiter les monuments et tout ça. Il doit y avoir un espèce de vampirisme énergétique derrière ça. Là encore, on est dans l'hypothèse, mais et donc toutes ces constructions liées à la Tartaria, c'était des ondes de forme basées sur les énergies libres, et on retrouve ça dans le monde entier. Puis globalement, les gens, ce sont les humains, d'après la Tartaria, en tout cas les élites, se sont réappropriées ces constructions. Par exemple, le temple mormon de Salt Lake City, euh, qui est d'ailleurs le mormonisme, voilà, ça c'est quelque chose qui est connecté à la franc-maçonnerie et tout ça, c'est pas, voilà, je n'en dirai pas plus ici, parce que ce n'est pas le sujet, mais il aurait été construit par des espèces de cow-boys qui n'avaient aucune connaissance en construction, aucun raffinement, aucune connaissance en ingénierie,
Et là, c'est un truc comme une cathédrale européenne. C'est pareil, il y a des bâtiments en Australie qui sont absolument magnifiques, construits comme les bâtiments européens les plus beaux. Or, l'Australie était peuplée, selon la version officielle, par des bannières. C'était les Anglais qui amenaient leurs bannières. Donc, c'est très clair qu'ils ont hérité de ces constructions. Et du reste, les aborigènes, les vrais habitants de l'Australie, disent que ces constructions étaient là avant l'arrivée de l'homme blanc. Et même les aborigènes, les Amérindiens, parlent d'une civilisation globale. Donc c'est quelque chose que l'on retrouve un petit peu, pas, que l'on retrouve un petit peu partout. Après, il y a des photos qui sont extrêmement précises. Par exemple, au début du XXe siècle, il y a des photos authentiques, c'est du mainstream, de trottinettes électriques, de voitures électriques. Toutes les voitures étaient électriques Même le tramway aussi, ouais. tout était électrique jusqu'au début des années 1920. Et c'est les Rockefeller qui, en 1920, ont imposé les voitures à pétrole, les moteurs à explosion, et qui ont dit justement que le pétrole était une ressource non renouvelable. Parce qu'en fait, le pétrole, c'est quelque chose qui est abiotique, qui se renouvelle. Après, c'est lié aussi à la blagou. Ça, c'est encore autre chose. On préfère même un sujet sur ça. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, voilà, c'est que il y avait des bâtiments qui fonctionnaient aux énergies libres, des voitures électriques, comme il y a maintenant, et qui fonctionnaient beaucoup mieux. À New York, par exemple, selon la chaîne Mind Environment, il y avait un train qui fonctionnait à air comprimé. Or, les trains à air comprimé, c'est censé être des technologies de pointe qui sont expérimentées au Japon. À New York, il y en avait un. Et voilà, il y en avait un au début du XXe siècle, selon la version officielle. Je me méfie avec le temps parce que tout a été manipulé. Donc, quand on est à Paris, parce que nous, on se promène beaucoup dans Paris, euh, on constate que dans ces bâtiments de la Tartarie, par exemple, certains bâtiments haussmanniens sont issus de la Tartarie et ont été attribués à Haussmann, réutilisés, on constate qu'il y a des portes très petites, donc, et des portes très grandes pour des géants. Et dans la Tartaria, il y avait une harmonie entre les humains, donc les Homo sapiens sapiens, les géants et une humanité de petite taille. Donc, vous allez dire Ponceau délire, Ponceau est fou. Non, non, pas du tout. Il y a une universitaire américaine, Suzanne Martinez, qui a montré qu'il y avait une civilisation globale qui était connectée à des humains de petite taille, une civilisation très pacifique, et que ces humains de petite taille avaient apporté énormément de choses à l'Homo sapiens sapiens, parce que c'est connecté à une autre civilisation globale. De même, il y a des ossements de géants qui ont été retrouvés un petit peu partout. Et la notion de géant, c'est quelque chose, c'était quelque chose qui était connu. Quand on voit les récits du Moyen Âge, ils parlent de géants comme Gargantua et tout ça, comme nous, on parle de tout et n'importe quoi. Ça faisait partie de la réalité, de la réalité des gens. Il y a des ossements de géants qui ont été retrouvés un petit peu partout dans le monde. Il y a un Américain, Jim Vieira, par exemple, qui, euh, qui a montré le nombre d'ossements de géants retrouvés aux États-Unis, mais c'est un truc de fou. En Angleterre, il y a des ossements de géants qui ont été retrouvés et il y a un blackout total parce que ça remet en question le darwinisme. Et je précise bien que ce ne sont pas des géants qui ont des anomalies, ce sont des humains normalement constitués, mais de grande taille. Et il y a des squelettes aussi d'humanité de petite taille qui ont été retrouvés. Et il y a encore des cas, des personnes qui voient des géants apparaître. John Levy montre un film qui a été fait en 2015 de géants. Par exemple, je crois que c'est au Pérou, en Amérique latine. Au Mont Shasta, il y a encore des gens qui voient et qui interagissent avec des géants. Même les locaux font du troc avec les géants. Il y a une enquête qui a été faite par un ufologue
Timothy Good, un ufologue anglais de haute qualité, très très bon ufologue. Et le mont Shasta, c'était considéré comme la demeure des Lémuriens. La Lémurie, c'est un autre nom pour parler de Tartariens. C'est un autre nom pour parler d'Atlante, pour parler de cette civilisation globale. Donc elle était connectée aux géants, aux Homo sapiens sapiens humains de taille normale et à une ou plusieurs humanités de petite taille qui vivaient en harmonie. En Amérique latine, il y a des pyramides énormes et l'entrée de la pyramide, elle est grande comme ça. Donc, même si on devait y rentrer, il faudrait qu'on y marche il faudrait qu'on y marche à quatre pattes. Et c'est très fin, l'entrée est très fine. Donc, si on est un peu gros, on reste coincé. Donc, c'est pour dire que tout cela, il y a des traces partout de ces humanités parallèles. Donc, moi, j'ai vérifié ça par l'intermédiaire de de rapports historiques. Il y a plein de journaux qui relataient jusqu'au début du XXe siècle la découverte d'os de géants. Après, ça s'est arrêté. Après, soi-disant, les gens avaient confondu des dinosaures, avaient pris des dinosaures pour des géants et tout ça, mais voilà, ça, c'est pas possible de confondre, d'autant plus que les géants avaient des têtes humaines, hein, des têtes humaines, des hommes normaux, mais de grande taille. Et quand je dis grande taille, c'est 4 ou 5 mètres. Euh, donc, il y a ça, il y a des ossements aussi d'êtres humains de petite taille. Pedro la momie, par exemple, une momie qui a été retrouvée aux États-Unis dans les années 30. Il y a après beaucoup de récits de fées et de lutins qui continuent d'ailleurs d'être rapportés. Certains, c'est des entités, mais d'autres, ça correspond à cette humanité parallèle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de témoignages de ces humanités parallèles, même à l'heure actuelle. Par exemple, il y a un site anglais qui s'appelle The Fairy Survey. Donc, vous tapez The Fairy Survey sur Google, et là, il y a des PDF qui montrent les témoignages de faits jusqu'en 2014. Il y en a énormément. Bon, certaines sont des entités, mais d'autres sont une humanité parallèle. Il y a une chercheuse, Robin Moon Shadow, qui a recueilli des artefacts, des traces de pas et des témoignages qui prouvent l'existence de ces humanités parallèles de petite taille et qui sont des humains comme nous, mais de petite taille, qui vivent loin du reste de l'humanité parce qu'ils ont peur. Donc on va parler de ça quand on parlera de la chute de la Tartaria, comment ça s'est passé, mais en tout cas, tout ça interagissait et vivait en harmonie. Ça, c'est une certitude absolue. Et j'ai essayé de voir un petit peu ce que disaient les médiums sur la Tartaria, et j'ai parlé à une médium belge justement sur la Tartaria. Donc, je précise que c'est une personne, ce n'est pas son activité principale. C'est quelqu'un qui a des dons de médium, c'est quelqu'un qui est dans la discrétion et tout ça, mais qui a énormément de ressenti. Et cette dame, ce qu'elle a dit, c'est que les bâtiments de la Tartaria, c'était des choses qui poussaient. Il y avait une technologie qui faisait pousser les bâtiments. Donc ça rejoint la cinématique, ça rejoint les imprimantes 3D, et que c'était des bâtiments quasiment vivants. De même, la présence de géants, une hypnothérapeute, donc une télépathe, pardon, qui se met en état modifié de conscience, un agiste de la chaîne voyageuse des mondes subtils, a confirmé aussi la présence de géants. Quand on lit des récits comme la Bible et tout ça, et encore une fois, on ne sait pas quand les dater. Il y a des parties de la Bible qui sont fondées et qui sont des espèces de mise en scène pour mettre en scène les apocalypses, mais il y a des ouvrages apocryphes comme le livre d'Enoch et tout, qui parlent de vérité. Et tous ces livres, notamment la Genèse, parlent de personnes qui vivaient 8, 900 ou 1000 ans. Et selon cette médium, les Tartariens vivaient beaucoup plus longtemps que nous. Donc il y avait
une espèce d'harmonie. Il y avait des constructions basées sur les énergies libres. Donc, ce n'est pas, attention, le vrai âge d'or. C'est un faux âge d'or, mais c'est mieux que maintenant parce qu'il y a déjà des technologies, des choses comme ça, des technologies d'antigravitation. Et après, tout cela est tombé. Pourquoi? Parce que un âge d'or, même faux, n'apporte pas suffisamment d'énergie aux entités non humaines, puisqu'elles se nourrissent d'énergie psychique. Ce sont des vampires psychiques. On en a déjà parlé. Donc, à un moment donné, il faut mettre un terme à cet âge d'or. Donc, les entités peuvent reprogrammer la timeline et le faire de manière non spectaculaire, et tout laisse à penser qu'une reprogrammation a lieu maintenant, ou bien elles peuvent le faire de manière spectaculaire. C'est un jeu pour elles. C'est un jeu. C'est comme dans un jeu vidéo, quelqu'un peut choisir, par exemple, dans un jeu de Mario Bros, de passer au niveau supérieur ou changer le niveau de manière tranquille en utilisant une warp zone et tout ça, ou bien il peut choisir le chemin le plus difficile, ou bien par exemple un programmeur de jeux vidéo en ligne pour passer entre deux niveaux de jeux vidéo peut programmer un passage facile ou peut programmer un passage compliqué en fonction de son bon vouloir. Donc c'est là où on voit cet aspect jeu pervers. En tout cas, et à la fois vampirique. En tout cas, un âge d'or, même faux, n'apporte pas suffisamment d'énergie pour, pour ces entités. Donc, elles ont comme voulu mettre fin à ce faux âge d'or. Donc, comment elles ont fait? Elles ont commencé à utiliser les pensées intrusives pour que les gens commencent à se battre entre eux, pour que les gens commencent à se disputer. Et ça, tout laisse à penser que c'est arrivé au moment de la Tartaria. Et selon donc les Indiens d'Amérique du Sud, les Amérindiens d'Amérique du Sud, et notamment Don Juan Matus, donc le, le mentor de Castaneda, il y a un prédateur qui est arrivé, un prédateur qui a donné sa conscience aux humains. C'est les pensées intrusives. Selon les Indiens d'Amérique du Nord, les Amérindiens d'Amérique du Nord, et notamment Jerry Williams, donc qui est un Amérindien lui-même et qui a épluché tous les mythes des Indiens d'Amérique du Nord, il y a des araignées, des formes de vie synthétiques qui sont arrivées de l'espace ou d'autres dimensions, peu importe. Ces araignées, et ça c'est les mythes amérindiens, étaient liées à des nanotechnologies. C'est aussi connecté au Black Goo. Et ces araignées pouvaient agir au niveau physique, au niveau psychique et au niveau astral. Ces araignées, ces êtres, ces créatures à tentacules, parce que c'est pas vraiment des araignées, c'est des créatures à tentacules, sont capables d'interagir avec nos pensées. Et ça non plus, c'est pas sorti du chapeau. C'est les mythes amérindiens qui en parlent. Mais Lynn Monette, l'infirmière qui travaille avec Jerry Marzinski, qui voit les entités derrière certains cas de pensée intrusive, parle d'araignées d'entités de type crabe. Or, un crabe ressemble aux araignées. Il y a des qui s'appellent araignées de mer. Il y a des personnes qui ont des pouvoirs psychiques, qui ont vu des poulpes sur des personnes qui interfèrent avec les pensées. Et du reste, Nagiste et Stéphanie Nadon ont parlé, donc ces deux télépathes, deux personnes qui se mettent en état modifié de conscience, elles ont parlé de ces poulpes qui interfèrent avec les pensées. Et je faisais une enquête où j'étais l'opérateur et Nagiste était la télépathe ou se mettait en état de conscience modifié pour explorer les fonds marins et elle a été bloquée par un de ces poulpes. Elle ne pouvait pas continuer. Ça manipule la perception. Poulpe, araignée, créature à tentacules. Pour des raisons de simplicité, on va parler araignée. Ces créatures peuvent
se manifester au niveau psychique, pensée intrusive, au niveau astral, donc un plan éthérique et tout ça, et au niveau physique. Qui dit niveau physique, modification de l'ADN. Donc, au niveau de la Tartaria, à un moment donné, ces entités ont commencé à modifier l'ADN des humains pour créer, mettre en place le subconscient, et ensuite à attaquer le subconscient par les pensées intrusives, pour créer de la dispute, pour créer des conflits. Et du reste, cette notion d'araignée a aussi été confirmée par deux médiums différents, parce que j'aime bien faire confirmer ça par plusieurs sources différentes. Et selon des scientifiques, on a tous la peur des araignées en nous, la peur du serpent, créature reptilienne, et la peur des araignées, l'arachnophobie. Et ça, c'est une peur primordiale qui est liée à ce prédateur. Donc, c'est quelque chose qu'on peut vérifier à plusieurs niveaux. Donc, ces prédateurs, ces virus psychiques, on va dire, ont instillé dans l'esprit des gens des pensées intrusives pour provoquer des disputes, pour provoquer des conflits. Donc, les gens ont commencé à se disputer, à se battre. Il y a eu l'apparition des premières guerres et tout ça. Et ça, c'était voulu par les entités non humaines qui contrôlent ces entités à tentacules. Donc, les, donc, les humains euh, et les différentes humanités, peut-être, ont commencé à à faire appel à des sauveurs externes. Donc c'est là où les entités non humaines ont génétiquement modifié certains humains pour servir de rois et d'empereurs, pour régenter le troupeau humain. Et c'est pour ça que les rois sont connectés aux entités sans âme, aux réseaux satellites, parce qu'ils ont plus de lignées d'entités, plus de gènes d'entités non humaines que les autres humains. Donc, les rois sont arrivés qui étaient pris pour des sauveurs, les empereurs, puisque les gens étaient en conflit les uns avec les autres par le biais de ces prédateurs, donc ils demandaient un sauveur externe. Comme ces entités ont aussi accès donc aux pensées, elles ont installé dans l'esprit des gens cette envie d'être gouvernés, ce manque de confiance qui a fait que les gens ont voulu être gouvernés. Et elles ont installé donc le concept de société pyramidale, de société vampirique. Les rois de la Tartaria ou les empereurs de la Tartaria ont commencé à mettre en place un système de société secrète pour progressivement cacher toutes ces technologies au peuple et les donner à certains initiés, mais les cacher au reste du peuple. C'est là où les sociétés secrètes sont apparues. Ces rois, pour conserver le pouvoir, ont commencé à mettre en place le satanisme, le sacrifice humain, pour communiquer avec les dieux et régenter le troupeau par la peur. Pour imposer le satanisme aux gens, c'est là où les religions sont apparues, qui étaient des versions édulcorées de satanisme mélangées à des faits réels. Parce qu'à la base, à la base, le message des religions est un message d'amour. À la base, à la base, le message des religions, c'est un message d'amour, mais ça a été trafiqué pour coller au culte de ces entités non humaines qui étaient derrière la Tartaria. Et pour moi, ça remonte à la Tartaria. Et à la fin de la Tartaria, il y avait le début des religions babyloniennes, des religions égyptiennes, des religions romaines et tout ça, qui étaient basées sur le sacrifice humain. En même temps, pour vendre tout ça aux masses, des vrais enseignements ont été tronqués pour coller à ce culte des entités sans âme. Donc globalement, des pensées intrusives ont provoqué des disputes. Les pensées intrusives ensuite ont fait que les gens, pour résoudre ces disputes, ont fait appel
à des sauveurs externes, donc des rois, des dieux, des choses comme ça, des faux dieux. Ensuite, les rois ont commencé à pratiquer le sacrifice humain, le satanisme pour nourrir les entités sans âme parce que c'était par elles qu'ils avaient le pouvoir. Et pour cacher les technologies, il y a eu un système de société secrète qui a commencé à se mettre en place à la fin de la Tartaria. Donc c'est là où les choses ont commencé à dévoluer. Ensuite, il y aurait eu un asservissement de certains géants. Ça a été confirmé par justement Nagiste en état de conscience modifiée. Et il y a commencé à avoir des conflits entre différentes humanités, donc entre le petit peuple et l'Homo sapiens sapiens, et les géants et l'Homo sapiens sapiens, d'où les mythes de guerre avec les géants et, et tout. Ensuite, il y a eu des conflits entre Homo sapiens sapiens, conflits mis en place par les entités non humaines. Pendant ce temps, l'espérance de vie diminuait par modification génétique, par modification de l'environnement, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est déjà la fausse création, donc l'environnement peut être modifié, comme dans l'arène des Hunger Games où les programmeurs modifiaient à volonté l'environnement. Donc tout cela provoquait une diminution de l'espérance de vie. Les gens étaient manipulés par la peur de la mort et, et tout. Donc voilà comment la chute a commencé. Et du reste, on voit dans des bâtiments, dans des bâtiments de la Tartaria, on commence à voir des références à des empereurs et tout ça. On le voit à Paris, sur certaines arches, notamment l'arche de la porte de la rue du Faubourg Saint-Martin, où il y a une inscription en latin qui fait référence à Louis le Grand, donc au roi Louis XIV. Mais cette arche ressemble drôlement, comme l'Arc de Triomphe, à à un arc de triomphe romain. Donc, très probablement, c'était la même civilisation qui portait des noms différents. Quand on va à Rome, sur les sites, il y a beaucoup de constructions en briques rouges. Or, ces briques rouges, on les retrouve beaucoup en Angleterre aussi. Et les briques conduisaient certaines énergies. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a des aqueducs comme le pont du Gard qui sont en parfait état et qui sont censés avoir 2000 ans. Mais il y a des aqueducs qui datent du début du XXe siècle qui sont en très mauvais état. Beaucoup de personnes ont montré ça. Donc on voit qu'il y a eu une sorte de dévolution, de mise en place d'un système pyramidal. Ensuite, les entités sans âme, les entités non humaines, donc les djinns, les démons, les reptiliens, qui contrôlaient ces virus psychiques, ces entités à tentacules, ont commencé, et c'est là où il faut s'accrocher, à mettre en place une timeline synthétique, qui est notre histoire, notre réalité, pour remplacer la timeline de la Tartaria, une fois que l'humain était suffisamment préparé dans un état de vibration bas. Ces entités ont mis en place une timeline synthétique. La timeline synthétique, c'est notre réalité. Donc, les entités auraient pu mettre en place la timeline synthétique sans que personne s'en aperçoive, mais à cause de leur jeu pervers du jeu vampirique, pour la fin de la Tartaria, ça s'est exprimé par un cataclysme terrible. Le mythe du déluge, on le retrouve absolument partout. Le mythe des coulées de boue, on retrouve partout. Par exemple, Pompéi, les gens ensevelis et tout ça. Mais quand on voit des photos de Paris, de Londres et de Saint-Pétersbourg, des photos de villes américaines, on voit que il y a de la boue partout dans les rues et surtout qu'il n'y a personne dans la rue. Donc il y a eu un cataclysme qui a éliminé une partie de la population. Ensuite, les gens sont restés prisonniers dans l'au-delà, qui est la continuation de la manipulation, et ensuite étaient réincarnés dans des dans des corps clonés. Donc, je vais y revenir dessus, mais globalement, il y a des traces de cataclysme d'un cataclysme global. À Londres, beaucoup d'entrées se font en souterrain.
À Paris aussi, il y a beaucoup d'entrées qui sont dans des, qui se font en souterrain. Et beaucoup de ruines sont recouvertes sous 30, 40 mètres de haut. Et ça ne peut pas vraiment s'expliquer. Même par exemple, dans le sud de la France, au niveau des Hautes-Alpes et au niveau des Alpes de Haute-Provence, il y a énormément de roches sédimentaires qui montrent qu'il y avait la mer là-bas. Bon, après, il y a des explications officielles qui parlent de dérive des continents et tout ça, mais une autre explication, ça peut être ce cataclysme. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a des traces de cataclysme partout. Par exemple, même le Sphinx en Égypte, il y a une usure à cause d'inondations. Et ça a été constaté par des scientifiques comme Robert Bauval et tout, même cette boue dans les rues. Dickens en parle, par exemple. Charles Dickens, quand on lit ses livres, il parle de boue dans les rues, de boue partout. Donc, à l'époque, au 19e siècle, il y avait des chevaux, mais voilà, même si les chevaux chient partout, ça ne fait pas, ça ferait pas de la boue dans les rues. Il faut lire Dickens pour bien voir un peu cette ambiance. Donc, pendant les expositions universelles, ou, ou après le reset, donc les soi-disant élites sont réappropriées les constructions tartariennes, il y avait des bébés qui étaient confiés à l'adoption. Ah, ça, c'était énormément, mais énormément. Soi-disant, c'est une histoire de couveuse et tout ça. Mais c'était, selon les spécialistes de la Tartaria, des bébés clonés. Ça a été confirmé aussi par par la médium. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai retrouvé une conférence par un physicien bulgare, Vladimir Terzinski, qui parlait donc sur un autre sujet dans les années 90 et qui disait que le premier clone aurait été créé en Allemagne au 19e siècle. Donc il y avait une technique de clonage au 19e siècle. Après, et ça c'est dans la chaîne Mind and Veil, il y a il y a des mythes, des légendes de bébés trouvés dans les choux et tout ça, c'est lié à à tous ces centres de clonage. Pourquoi ces centres de clonage? Pour que les âmes qui étaient dans l'au-delà se réincarnent. Et ces clones étaient conçus pour avoir une espérance de vie beaucoup moins grande, à peu près 120 ans, 120 ans, si on n'est pas empoisonné avant et tout ça. Et qu'est-ce qui caractérise les humains? On a énormément de tares génétiques. Alors, je vais peut-être faire peur aux auditeurs, mais c'est une vérité scientifique. On est porteur chacun de trois ou quatre gènes de maladies mortelles. Après, il y a des questions de dominance de gènes, de récessivité. Donc, heureusement, on ne fait pas tous la maladie, mais on est tous porteurs de trois ou quatre gènes de maladies mortelles. Donc, euh, obsolète. Mais ça, c'est lié au clonage, au manque de brassage génétique. Donc, j'émets l'hypothèse qu'on descend tous de ces clones, d'où les orphelinats qui étaient très fréquents et tout. Et on a tous des orphelins dans nos familles. Moi-même, mon arrière-grand-père était orphelin, un autre arrière-grand-père orphelin. Enfin, on a tous des orphelins. Même l'orphelin, on retrouve ça, cette notion d'orphelin dans tous les romans du 19e siècle, alors même dans les films de Walt Disney, tout ça, c'est toujours les orphelins et tout ça. En fait, pour beaucoup, c'était pas des orphelins, c'est qu'à une certaine époque, tout le monde ou presque était des clones, sauf certaines élites. C'est très, très, très intéressant. En Angleterre, il y avait les systèmes de workhouse, par exemple, où des enfants illégitimes étaient élevés et puis utilisés comme des esclaves. C'était une abomination. Dickens en parle. Est-ce que ce n'était pas des centres où des clones étaient élevés et programmés pour repeupler? Après, il y avait les asiles de fous aussi. Les asiles de fous pour reprogrammer les gens qui avaient peut-être des souvenirs dont le subconscient n'avait pas été effacé par rapport à la Tartaria. Et justement, ce qu'il faut savoir, c'est que Jules Verne, donc c'était un franc-maçon et tout ça,
Mais dans ses livres, à des, euh, il faisait référence à pas mal de technologies de la Tartaria et tout ça. 5 semaines en ballon, le Nautilus et tout. Et selon certains spécialistes de Jules Verne, ça il faut que je le vérifie, mais il aurait été interné à un moment. Bonjour Alexis, donc j'ai fait mes recherches sur Jules Verne un petit peu plus poussées. Donc effectivement, dans sa biographie, il n'apparaît pas qu'il a été interné. Par contre, ce qu'il apparaît, c'est qu'il souffrait de maladies psychosomatiques, de boulimie et tout ça. Donc ça concorderait avec ce que cette personne m'avait dit, qu'il aurait pu être interné un certain temps. Donc c'est une possibilité. Et à la fin de sa vie, soi-disant, il souffrait de diabète qui lui avait entraîné des problèmes de santé, des problèmes de démence, des choses comme ça. Donc deux occasions où vraiment il aurait pu être interné. Et puis il y a une sombre histoire où son neveu lui aurait tiré dessus pour un espèce d'attentat mis en scène pour qu'il puisse rentrer à l'académie française. Le neveu a été interné. Jules Verne, qui avait ses connexions, n'a pas été interné, mais le neveu, lui, a bien été interné pour avoir tiré sur Jules Verne. Donc c'est une sombre histoire, mais il y a quand même, quand tu lis entre les lignes Wikipédia, des éléments qui confirment qu'il aurait pu être interné à 2 reprises au moins, et il y a un membre de sa famille qui a été interné. Donc ça confirme bien s'il a existé, qu'il y a cette notion de contrôle mental, qu'il était utilisé pour présenter les choses de la Tartaria, toutes les informations de la Tartaria. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Si tu peux, si tu peux le rajouter quelque part dans l'interview et tout ça, ça serait vraiment bien pour que ça soit très clair. Je te fais de gros bisous et je te souhaite une bonne journée. C'est comme Gustave Eiffel, du reste, qui descend de famille allemande et tout ça. Et l'Allemagne, ça a joué un rôle très important dans la Tartaria parce qu'il y avait énormément de construction de la Tartaria en Allemagne. On va y revenir. Donc, est-ce que Est-ce que Gustave Eiffel n'avait pas aussi été présenté comme soi-disant le constructeur de la tour Eiffel et tout, parce qu'il y a beaucoup de photos qui auraient été truquées, pour justement montrer au public pour montrer au public ces constructions. Bon, après, il y a d'autres choses. Il y a des resets, aussi des reprogrammations du subconscient. Ça fait partie du jeu de ces entités de jouer avec la réalité, parce qu'elles, si elles auraient pu effacer, reprogrammer les souvenirs de tout le monde. Mais là, il y a des traces, comme ce que dirait Rogue Zucker, des os à ronger. Mais il y a eu très clairement, très clairement, un, un reset. Et pour le consentement, pour créer la controverse, dans la nouvelle timeline, il y a eu aussi des bâtiments de la Tartaria qui sont restés et qui ont été attribués à d'autres personnes. Par exemple, Haussmann, le Paris haussmannien, une grande partie au moins avait été trouvée et réappropriée. Après, il y a Nikola Tesla. Nikola Tesla, rien ne prouve qu'il a existé. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans sa biographie. Euh, déjà, par exemple, déjà, par exemple, quand il est né, la nourrice aurait dit que c'était l'enfant du diable et que c'était l'enfant du diable. Ensuite, quand il était malade, en train de mourir, son père lui a dit, si tu survis, je te paye des études d'ingénieur. Donc, je vois mal quelqu'un me dire ça quand son enfant est en train de mourir, je te paye des études d'ingénieur et tout ça. Après, après, il aurait été connecté à Edison. Après, il ne s'aimait pas. Et même autour d'Edison, beaucoup de zones d'ombre. Edison aurait manipulé Tesla en fait parce que bon, étant donné que Edison travaille pour ceux qui finalement pour ceux qui voulaient surtout pas une progression, une évolution Oui, mais est-ce que technologique et Edison est... Moi, gratuite. Comment? je me pose la question, est-ce qu'Edison et Tesla auraient même existé? Est-ce que ça ne serait pas des espèces d'acteurs qui auraient été mis en place Oui, d'accord. pour Ok. présenter les technologies
de la Tartaria. Mais ça, c'est super intéressant ce que tu dis parce Ça, que c'est ce que je me pose comme question, parce que pour Tesla, il y a beaucoup d'incohérences. Et ça, c'est pas sorti du chapeau. Il y a un scientifique, un spécialiste des sciences, John Hammer, qui a parlé des incohérences autour de Tesla. C'est énorme. c'est super ce que tu dis parce que ouais, là, il y a beaucoup de zones d'ombre. On va pas citer toutes les personnes qui pourraient être des acteurs et des doubles agents, comme je dis toujours, ou des personnes, comme tu dis, placées pour les documents, parce que de toute façon, on sait très bien que tout est préparé à l'avance. Si c'est un agenda, ben, on peut très bien faire de faux documents pour déjà pouvoir en parler comme on fait maintenant. Il n'y a pas de problème avec ça. Encore une fois, le temps n'est qu'une notion pour eux, hein. Et donc tout ça pour dire, et après je te laisse continuer, par rapport à... ouais, donc tu parlais de Tesla, et bon alors il y a une interview aussi une interview écrite de l'époque qui dit que Tesla aurait bah, avoué avoir des connexions avec des entités, justement, extraterrestres ou non, en tout cas supérieures selon lui. C'est pour ça que toutes ces inventions viendraient, enfin, de la plupart viendraient de ces entités. Donc voilà, ça reste relativement intéressant. Encore une fois, c'est... Et Enfin, puis Tesla est connecté à Trump, puisque ça aurait été l'oncle de Trump qui aurait volé les inventions de Tesla ah. et tout. Donc il y a une connexion entre la ligne et Trump. Je ne sais pas si je peux en parler Oui, tu peux en parler parce ici. que, et là je fais vraiment une parenthèse parce que c'est intéressant du coup, parce que, bon, trompette, moi comme je l'appelle, t'as bidon puis t'as trompette, hein, et je sais qu'il y en a qui vont pas aimer, mais tant pis. Mais lui, bon, il est plutôt copain avec, comment, allez, avec Vladimir, hein, donc Poutine, hein, donc la Poutine, et donc il est plutôt connecté avec lui. Et c'est marrant parce que bon, donc je crois que selon la légende, encore une fois, il y a une partie qui aurait été donnée, donc des inventions, des écrits de Tesla, en tout cas, des brevets ou des écrits ou des recherches. Une partie des documents aurait été donnée à la Russie. Je sais pas si tu es au courant. Oui, Et ça. voilà. Et une autre partie aurait été récupérée, bah, je pense, par justement les États-Unis, quoi. Donc, quelque part, ça tomberait sous le sens, quoi. Le fait que Trump ait été, enfin, Ben, élu, en tout on cas, voit le voilà. jeu du reste. On peut pousser ça plus loin parce que Ah, l'oncle de Trump a récupéré les inventions de Tesla ou de la Tartaria parce que Tesla peut être un acteur pour présenter cette technologie tartarienne aux gens. Euh, Trump est proche de Musk, qui est une canaille aussi, qui est liée à l'intelligence artificielle, un imposteur total, que ça soit Trompette, Musk, le parfum Musk, qui a une espèce de parfum pour enfumer les gens, ou que ça soit Vladimir, c'est pour moi des imposteurs total. J'en ai rien à faire que les gens aiment ou n'aiment pas. Il suffit de voir, de faire son travail, de faire les propres recherches. Donc, mais là n'est pas le sujet. Et Trompette est proche de Musk. Musk qui a repris le nom Tesla de ses voitures et tout ça. Donc, ça fait partie du jeu des entités non humaines. C'est leur jeu. C'est un jeu. C'est pour nous faire tourner autour du pot et tout ça. Et donc, des gens comme Napoléon, il y a Rogue Zucker, si ma mémoire est bonne, qui avait publié un très bon article. Donc là, je ne peux pas me prononcer ni pour ni contre parce que je ne connais pas assez, mais qui disait que Napoléon aurait été aussi inventé de toutes pièces pour justifier certaines guerres, pour détruire en gros des vestiges de la Tartaria. Et il y avait beaucoup de vestiges de la Tartaria en Allemagne, en Russie et en Ukraine. Or, il y a eu là, et en Europe de l'Ouest, notamment en Belgique et en France. Or, il y a eu les guerres napoléoniennes, la Première Guerre mondiale où l'Est de la France et la Belgique totalement rasées, parce que beaucoup de gens parlent de tranchées, et il y avait ça, mais il y avait aussi des villes entières détruites, surtout en Belgique, du reste. C'est assez impressionnant, et ça, je ne savais pas du tout. Ensuite, il y a eu la Seconde Guerre mondiale qui aurait été mise en place à un niveau pour détruire les vestiges de la Tartaria. Et les vestiges de la Tartaria était dans une ville qui était la ville de Dresde. La ville de Dresde en Allemagne
c'était appelé la Venise, c'était appelé pas la Venise, enfin, ça avait un autre nom, mais c'était une ville hyper belle et tout ça. Quand on voit des photos de Dresde des années 30, plein de magnifiques bâtiments et tout, et ça a été bombardé par Churchill en 1944, alors que en 1945, février 1945, alors qu'il n'y avait aucun, ça n'avait aucun intérêt stratégique ni rien, mais il y avait des bâtiments de la Tartaria et selon certains spécialistes de la Tartaria, le tramway à Dresde fonctionnait encore aux énergies libres, donc il fallait faire disparaître tout cela. Après, il y a eu la campagne abominable des Allemands en Russie pendant la Seconde Guerre mondiale, donc qui a détruit énormément de villes russes et tout ça. Et là, il y avait des vestiges de la Tartaria. Ensuite, les Russes ont fait la même chose en Allemagne, et c'était tout voulu, tout contrôlé de A jusqu'à Z. Après, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des choses terribles, des massacres abominables, des génocides terribles qui sont arrivés à certains peuples. Ces peuples avaient des connaissances à propos de la Tartaria. C'est pour ça qu'ils ont été éliminés. On peut penser donc aux Gitans et aux Juifs parce qu'ils avaient des connaissances. C'était des peuples qui venaient de l'Europe de l'Est, donc des peuples qui avaient des connaissances. Et c'est pour ça qu'ils ont été éliminés. C'était un truc absolument abominable. Et maintenant, il y a cette guerre donc en Russie en Ukraine entre l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine, Tartaria. La Russie, la Russie, Tartaria. Que, donc on voit qu'il y a cette envie d'éliminer littéralement. On voit qu'il y a vraiment cette envie d'é- d'éliminer, de détruire les vestiges de la Tartaria. Puis Bah, après, on voit- d'ailleurs, toutes les guerres, petite parenthèse, toutes les guerres ont toujours servi à ça, entre autres, hein. Il n'y a pas que ça, il y a tellement de fonctions lors d'une guerre intéressantes pour eux. Tuer des gens, faire du louche, pouvoir contrôler un pays parce que voilà, on se l'approprie et donc on devient le sauveur, etc. Enfin bref, comme d'habitude. Plusieurs aspects en somme que couvre une guerre, mais alors surtout, on l'a déjà vu avec en Irak notamment, je crois même durant même les débuts des années 2000, après les fameux événements des États-Unis, n'est-ce pas, où ils détruisent deux grandes statues. Vous vous souvenez certainement, chers auditeurs, toi aussi, Paul, donc de ces fameux deux grandes statues énormes, tu sais, des Bouddhas qui se retrouvent, je ne sais plus là, tu sais, en Afghanistan, c'est les en Bouddhas de Afghanistan. Damian. Oui, oui, Voilà, ça et fait ce boulot. ça n'avait aucun sens, ça n'avait aucun propos avec, je veux dire, avec le conflit à ce moment-là, ça n'avait aucun sens. C'est comme si tout d'un coup, oh bah tiens, il y a une petite révolution en France, ah bah tiens, on va vite détruire, je sais pas moi. Ouais, on va détruire, je sais pas, un monument en France, mais qui n'aurait strictement rien à voir, qui serait peut-être même dans le trou du cul de la France, où le conflit ne se passe absolument pas. Et hop, tiens, sous couvert que les gens en ont ras-le-bol, ou que... Oui, mais c'est comme Hiroshima et Nagasaki, aucun intérêt stratégique, mais peut-être des vestiges de la Tartaria. Et Et en plus, à Hiroshima, il y a les Ibagons. Les Ibagons, c'est une espèce, c'est le Yéti japonais, donc des humanités parallèles, parce qu'il y a plusieurs humanités parallèles et certains Yétis et Bigfoot sont des humanités parallèles qui sont aussi intelligents que nous, même s'ils n'ont pas la technologie, ils sont aussi intelligents. Et ça, il y a les témoignages de Paul Heydes, de Tom Lyons et tout ça. Et on fait le lien avec ce qui s'est passé à Hawaï en 2023, dans l'île de Maui. Il y a il y a des gens qui aperçoivent toujours les Ménéhunes. Les Ménéhunes, c'est une humanité de petite taille. euh, qui n'est pas hostile si on ne la dérange pas et qui vivent loin de la civilisation. Et ça fait partie des légendes hawaïennes, mais des gens en ont aperçu, c'est plus que des légendes. Et on peut penser que les événements de 2023 à Hawaï, où il y a eu les incendies et tout ça, ont pu être faits pour détruire les Ménéhunes.
Oui, et plus près de chez nous, donc en France, il y a les cagots, les cajots, je sais pas comment on prononce. Et bref, il y a toute une série. Je sais qu'il y a certaines personnes qui s'intéressent à ce sujet sur YouTube. J'avais une fois trouvé, donc voilà, un petit reportage avec des gens qui discutaient là-dessus. Et autant il y a des gens qui disent que c'est des légendes et qui n'ont pas existé, autant en plus, il y a une vidéo qui dément justement une grosse vidéo par un gros YouTuber que je ne nommerai pas parce que c'est débile. Lui, il dément complètement leur existence, alors que je m'excuse, il y a plein de documents qui prouvent le contraire. Ce sont des gens qui avaient une religion. Alors c'est vrai qu'il y a certaines photos là qui circulent. On n'est pas sûr que ce soit vraiment les cagots en question. Là, il y a beaucoup de flou là-dessus aussi. Bien que c'est peut-être un flou qui est créé justement, encore une fois, pour foutre la confusion, comme d'habitude. Si ça se trouve, ce sont des vraies photos. Et pas des vraies photos, les vrais cagots, quoi. Et ce sont des gens qui avaient soi-disant des mains palmées, qui sentaient fort, enfin, qui avaient des maladies, bon, bref. Mais ils passaient quand même par une petite porte près donc dans les églises. Il y a encore certaines églises où il y a ces petites portes-là qui sont sur le coin. Je veux dire, c'est pas pour les nains, quoi. C'est parce que simplement, ce sont des gens qui étaient justement, qui étaient rejetés, tout ça, des gens dits normaux, entre guillemets, et qui voilà, pour ne pas se faire voir, passaient par la petite porte pour aller prier, etc. Enfin bref, ouais, on pourrait, je te dis, encore continuer avec ça, pour les cagots et toutes ces civilisations, mais c'est super intéressant. Et moi, par exemple, là tu m'en apprends beaucoup avec les Manhunts, justement, là, Hawaï, tout ça, je connaissais absolument pas. Mais encore une fois, c'est un copier-coller, quoi. C'est une grande fractale. Et on se rend compte que tout est dans tout et tout est partout, en fait, surtout. Moi, je pense que beaucoup de massacres, de génocides, le génocide des Amérindiens, le génocide des Incas, des Aztèques, la Shoah, les génocides aussi des peuples slaves par les nazis, après les massacres de Staline, beaucoup aussi de massacres en Afrique, les massacres des aborigènes aussi, et tout ça, c'était fait. Bon, il y a plusieurs raisons, parce qu'il y a des connaissances qu'ont ces peuples que les autres n'avaient pas. Les Gitans aussi, qui ont énormément souffert, ils ont des connaissances sur la nature de la réalité, sur les choses comme ça que les autres n'ont pas. Et je pense aussi que c'est connecté au fait que tous ces peuples ont quelque chose en commun, c'est qu'ils étaient au courant de la Tartaria. C'est intéressant, comme les fameux Hopis aussi, Les chez, Hopis, chez oui, les qui étaient natifs. Puis ceux qui sont en Afrique, je n'ai plus le nom, tu sais qu'il y avait cette connexion avec Orion, enfin bref, les Dogons, les Dogons, merci. oui, Enfin, qui ont aussi été, ils ont été traités, ils ont été évangélisés de force et tout. ah ouais, bien Voilà, sûr. C'est un nettoyage en fait. Ces gens sont les missionnaires, les jésuites sont passés par là pour nettoyer, pour déjà faire un travail en amont. Et ensuite, la technologie aidant, les guerres et compagnie. Donc, pour effacer tout ça, en fait, hein, quelque part. Et regarde, on le voit encore dans le sud de l'Espagne, en Floride, tout ça s'est provoqué. Voilà, on va pas y revenir. Maintenant, en Angleterre, je crois que là, à l'heure où on en parle, il y a des inondations qui sont prévues, n'est-ce pas? oui, Donc, enfin, qui sont déjà là surtout. Et la suite, on verra bien la suite. Donc, c'est, faut vraiment pas s'étonner de tout ça. Il faut se dire que s'ils veulent de toute façon faire le nouvel Adama, le nouvel Adam, enfin le nouvel homme, la nouvelle race, la nouvelle évolution non darwinesque de l'humain, eh ben, ils doivent passer par. C'est ce que justement Rogue disait dans Top Secret souvent, tous les 1000 ans, où il y a un grand reset, quoi, en gros. Et Tartarias, ça fait un peu partie de ce reset, justement. On pourrait presque oui. faire un parallèle avec l'Atlante, comment, aussi puis les Lémuriens, c'est ça, je crois. Pour Je moi, crois. c'était c'était Ouais. littéralement la même civilisation. Pour moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Après, il y a pu avoir des resets avant aussi, mais c'est toujours le même système. Il y a des resets qui sont plus discrets, d'autres avec des cataclysmes, des choses comme ça. Et toujours est-il que la timeline, il y a eu un remplacement de timeline. Et donc, les gens disent, mais est-ce que l'histoire alternative de la Tartaria ou l'histoire officielle est la vraie? Ben, les deux, puisqu'il y a la timeline synthétique a remplacé la timeline tartaria. Donc, notre histoire officielle, c'est à la fois quelque chose qui est vrai et à la fois quelque chose qui est faux.
Et en fait, si on allait dans le passé, on retrouverait notre histoire officielle puisqu'il y a une reprogrammation de la timeline qui s'est faite très progressivement. Mais si on changeait de timeline et qu'on allait dans le passé, là, il y aurait la Tartaria. Et il y a des vestiges de la Tartaria parce que, voilà, mais la Tartaria, c'est un fait, ça existait. C'était la timeline originelle de cette fausse création. Je sais pas si j'ai été clair. Si, très très clair, Paul, franchement, c'est incroyable. Je sais pas si tu as encore des trucs à rajouter, mais franchement, waouh. Tu as été très très loin dans cette vidéo, dans cette émission. Et tout ce que tu nous as aujourd'hui partagé, c'est toutes des choses que je ne savais absolument pas par rapport. Enfin, c'est un travail de recherche de dingue et on voit que tu es vraiment passionné parce que euh, t'as parlé d'une traite, quoi. Je veux dire, voilà, j'ai même pas eu besoin de te couper quoi que ce soit. Et franchement, ça aurait été très mal poli parce que là, pour le coup, il y a eu tellement d'informations. C'est toutes des choses que. Enfin voilà, toute cette fameuse timeline avec Tartaria, moi, ça me parle beaucoup mieux, beaucoup plus, si tu veux. L'émission de Franck était excellente parce que d'ailleurs, ça aussi, pour la petite pub pour lui, bon, pour l'instant, il est en pause, je crois. Il fait une pause, il est plus en Europe là. Et j'ai pas de nouvelles de lui, mais je sais qu'il m'avait dit qu'il partait. Et donc, pour une année sabbatique, je pense. Et donc, finalement, bah, Franck, il a fait cette vidéo. Là, vous irez voir sur sa chaîne aussi, hein, le retour de Tartaria. Avec justement, toi, tu parlais de Gustave Eiffel, où il parle et il montre les documents, les fameux documents bah, de la Statue de la Liberté. Il a remis d'ailleurs aussi l'interview qu'on avait faite tous les deux, qui est une véritable conférence avec plein d'images. Mais là, pour le coup, toi, Paul, tu apportes finalement, bah, sans spécialement. Je mettrai des images, de toute façon, voilà, on a vu des images durant cette interview parce que c'est obligé. Je trouve qu'il y a vraiment tellement de choses à voir dans ce que tu dis. Mais en plus, c'est toutes des infos, voilà, ben. Bah, que j'ai jamais lu, enfin du côté francophone en tout cas, ça on le sait toujours, hein, ils sont toujours un peu à la ramasse. Et puis, ouais, non, non, mais moi je trouve que ça fait sens. Enfin, voilà, pour parler court, ça fait sens. Ça, je trouve que maintenant le puzzle ça devient beaucoup moins flou qu'avant. Moi j'ai l'impression que voilà, il y a beaucoup de choses que tu as dit que je vais pouvoir réécouter. Et chez les auditeurs, je vous conseille de réécouter peut-être aussi un jour si vous voulez revenir sur cette interview. Et voilà, parce que souvent, une première écoute, ben, il y a tellement d'infos que voilà, c'est beaucoup. Et puis une deuxième réécoute, c'est vachement intéressant. Et puis plongez-vous dans ce sujet de Tartaria, parce que C'est passionnant. il y a Quand pas, on voilà, y rentre, on n'en sort pas. il y a plein de groupes sur Facebook qui sont encore ouverts, etc. Il y a beaucoup de gens. Alors bon, naturellement, méfiez-vous, je le dis jamais assez, méfiez-vous des photos faites en IA, malheureusement, ou en intelligence artificielle. Parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont trompeuses et beaucoup de gens font encore, enfin, rentrent dans le piège justement. Et c'est déjà, je trouve, dommage parce que le sujet est déjà complexe comme ça. Donc si en plus on y rajoute bah, des fausses informations, et de toute façon, bah, on le sait, c'est fait exprès sûrement, c'est comme en ufologie, c'est comme dans plein d'autres sujets. Il y a toujours des petits trollers qui viennent bah, foutre la merde et on va dire salir un peu, si tu veux, bah, cette recherche quoi, qui est saine, hein. C'est une recherche qui est saine pour le coup, mais elle est passionnante, quoi. Voilà, franchement, c'est Indiana Jones, c'est Indiana Jones plus, quoi. C'est vraiment. Alors moi, je suis passionné. Je crois que s'il y avait qu'un sujet que je devais choisir, autant avant, c'était tout ce qui était paranormal de mon côté, ufologique, tout ça. Autant franchement, je crois que j'irais sur Tartaria parce que là, Ouais, c'est passionnant et on n'a encore rien dit là. Je suis en train de voir encore des connexions avec la petite saison, les prophéties qui ont été après une mise en scène et tout ça. Il y a des connexions aussi entre la Tartaria, le son, pourquoi les cloches ont été remplacées, parce que c'était des choses qui soignaient. Or maintenant, les cloches, quand elles sonnent tout le temps, c'est pour ouvrir des portes dimensionnelles. C'est pour ça que les cloches de Notre-Dame ont été changées et tout. Et c'est pas pour ouvrir des portes positives, mais il y a une connexion entre la Tartaria, la musique, le son. On n'arrête jamais. on n'arrête jamais. Et d'ailleurs, c'est vrai que le son des cloches, il est même strident. Enfin, moi, j'aime pas trop. Il est très agressif, je trouve, comme son. Et enfin bref, donc voilà, pour en revenir à tout ça.
Ouais, puis aussi renseignez-vous hein, avec le fameux château de corail que ce bonhomme a fait tout seul, là, tu sais, pour récupérer sa fiancée qu'il a fait aux États-Unis. Tout ça en marbre, pardon, pas en marbre, en corail, du corail très très lourd, hein, et qu'il aurait soulevé tout seul avec justement du son, encore une fois, des ondes, etc. Et ça, c'est ce qui a été dit. Et, et ce bonhomme, si ma mémoire est bonne, venait de Il a un nom à coucher Lituanie. dehors, mais Oui, il venait de Lituanie ou oui, c'est ça, c'est ça. de Hmm, Lituanie ou de Lettonie, c'est un ça, pays balte. c'est Or, les ça. pays baltes, c'est proche de la Russie, donc peut-être qu'il avait accès à certaines de ces technologies. Puisque, en fait, la Tartaria, c'était mondial, mais il y avait la Russie jouait un rôle important, de même que les États-Unis du reste. Intéressant, intéressant, Paul. Franchement, vraiment, je suis abasourdi. C'est génial pour une fin d'année d'ailleurs d'avoir une émission comme ça parce que franchement, c'est encore une fois passionnant et surtout avec tous les détails que tu nous as dit. Tu reviens quand tu veux, si tu veux, pour une deuxième partie, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, dès que tu auras voilà, un peu creusé, parce que encore une fois, il faut du temps aussi pour ça. Tu as quand même une vie de famille et en même temps, voilà ton boulot. Alors justement, on peut en reparler, on peut vraiment directement bifurquer là-dessus. Donc tu as ton site, la librairie du bonheur. Bien sûr, la librairie physique n'existe plus, hein, si je ne dis pas des bêtises. Exactement. Maintenant, elle existe en ligne, elle est toujours là en ligne. Tu donnes des conférences de plus en plus. Tu fais beaucoup de vidéos sur YouTube, sur sa chaîne Paul Ponceau, hein, chaîne Voilà, vous éponyme. tapez Paul Ponceau. Voilà, c'est pas compliqué. Et où tu as d'ailleurs dépassé, je te félicite, les 10 000 abonnés. Et alors surtout, bon, voilà, donc tu fais des conférences, tu fais des visites à Paris notamment. Euh, je te souhaite vraiment une fois, voilà, de pourquoi pas faire une autre ville, peut-être à l'occasion, mais bon, en tout Oui, ça cas, serait vraiment voilà. avec plaisir. Simplement, c'est le déplacement et tout Oui, oui, bien ça. sûr. Et Mais si, c'est le temps aussi. mais si pourquoi pas, il y a des gens qui savent organiser, pourquoi pas quelque chose pour toi, bah, pourquoi pas dans une autre ville, hein. Et il y a tellement de choses en France. Alors bon, bref, donc, quel est maintenant, donc, à l'heure où on parle, donc, le prochain rendez-vous qu'on pourrait donner aux auditeurs et à tes auditeurs? Alors là, en l'occurrence, ça sera une conférence en présentiel le samedi 7 décembre 2024 sur les mystères de la Terre, justement, qui aura Semaine lieu à prochaine. Paris, Ouais, ok. au Café d'Orléans, donc au 43 avenue du Général Leclerc, Paris 14e. Et là, je vais parler. Je reviendrai sur ce concept de Tartaria, mais surtout, je parlerai de combustion spontanée, de notions comme la Terre creuse, d'autres dimensions, de dimensions parallèles, d'intraterrestres, de titans aussi, donc ces fameux arbres géants, ces titans et tout ça qui montrerait qu'il y a eu des resets, qu'il y a eu plusieurs resets, des manipulations du temps, des choses comme ça. Donc, c'est une conférence qui est inédite puisque je n'ai jamais fait une conférence sur un thème comme ça, mais c'est ça qui me passionne de plus en plus. Je parlerai aussi de crypto, d'animaux Oui, mystérieux. c'est quelque chose que tu aimes bien aussi, hein, tout ce qui est cryptozoologie. Disons que c'est vraiment, moi, ce qui me passionne, c'est l'étude de ces entités, du paranormal, des abductions et la Tartaria. Donc ça, c'est le premier sujet, mais juste derrière, c'est vraiment la cryptozoologie. Donc ça, j'en parlerai à la conférence. Et puis, après, le, euh, le 14 décembre, donc, j'organise justement un webinaire. Donc, ça sera un webinaire en direct et ça sera sur le thème de l'Atlantide et des civilisations globales. Donc, je reviendrai pendant 4 heures sur tout ce qui est la Tartaria, les civilisations globales, mais je parlerai aussi beaucoup du reset, de la nature du temps. Donc, et là, ça va être 4 à 5 heures. Donc, n'hésitez pas à venir. Il y aura des questions et tout. Ça va être un moment super sympa. Et pour ceux qui peuvent pas se déplacer à Paris, c'est vraiment le moment, ces webinaires, de participer, l'occasion de participer aux conférences, de pouvoir échanger et tout, parce que ça fait toujours plaisir d'échanger et tout, parce que je sais qu'il y a pas mal de questions. Donc, venez, si vous avez le temps, n'hésitez pas.
Bah, franchement, merci beaucoup, Paul. Et bah, je noterai de toute façon, on mettra tout ça de toute façon en description comme d'habitude. C'est la semaine prochaine, hein, donc n'hésitez pas. Donc samedi prochain. Et prévoyez un petit peu plus que 4 heures parce que Paul a toujours quelque chose, beaucoup de choses à dire plutôt. Et voilà, il est assez généreux dans ses informations. Et puis voilà, je crois que vous passez un bon moment, effectivement. Donc voilà. Donc merci Paul en tout cas, encore une fois pour bah, ta participation à cette émission ô combien intéressante. Ça va me faire plaisir vraiment bah, de partager cette vidéo bah, aujourd'hui avec les auditeurs et je suis certain que beaucoup d'auditeurs vont être contents bah, d'entendre encore une fois un autre son de cloche, si j'ose dire. Ça, c'est vraiment pas fait exprès, mais voilà, cette circonstance. Et donc voilà, on remercie les auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. En tout cas, gros bisous à tous. J'espère une émission la semaine prochaine, parce qu'en ce moment, voilà, je suis un petit peu en mode plus ralenti. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à partir des Santé du réel à s'abonner aussi sur la chaîne de Paul Ponceau, lien en description encore une fois. Faites aussi des dons, c'est très important pour la chaîne parce que je ne sais pas trop si elle va continuer comme ça encore longtemps. Donc n'hésitez pas à faire un petit don d'1 euro, c'est pas cher, hein, voilà, mon Dieu. Donc faites ce que vous voulez encore une fois, je vous fais des gros bisous, peut-être à la semaine prochaine, je l'espère. En tout cas, à tout bientôt. Ciao ciao. Merci Alexis, à très bientôt.